la Coupe du Monde de 32 films, messieurs, dames, tournés à Hawaï. Il faut absolument que je garde il faut absolument que je garde mon truc pour savoir à quelle heure je fais le reste de mes... C'est à quelle heure que j'ai prévu la Jurassic World? À 17. Non. Ah non, à 15h, j'ai autre chose. Ouais, donc ça peut être 15h30. On va mettre à 15h30 le truc du pire voyage possible, qui sera fait en partenariat avec ChatGPT. En vrai, ça va être trop drôle. Donc voilà, on va faire donc ce petit woufoufou, donc de 32 films que j'ai sélectionnés, avec un petit préambule évidemment, et c'est tournoi, force. 32 films donc tournés en partie à Hawaï ou intégralement à Hawaï ou par segment à Hawaï. Sachez qu'il y en a quelques-uns, j'étais très étonné de savoir que ne serait-ce que quelques scènes ont été tournées à Hawaï. Exemple, Transformers 2, que j'ai pas vu depuis très longtemps, mais il faut savoir que Transformers 2, effectivement, a été tourné en partie à Hawaï. Et alors, vous dire quelle scène et quand, je m'en souviens plus. Ça, c'est clair et net. Mais on va quand même essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. On commence avec Les Larmes du Soleil ou Point Break. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut faire les duels? J'aimerais bien savoir dans le chat pour quel film vous votez si vous l'avez vu. Entre Les Larmes du Soleil et Point Break, si quelqu'un peut faire un pool à chaque fois pour faire des petits sondages. 1 minute, hein. Mais ouais, si quelqu'un peut s'en occuper parmi les modos, sinon je m'en chargerai. Donc là, on a Point Break et Les Larmes du Soleil, deux films. Alors, Monster à quoi c'est une Monster, celle-là, c'est la Pacific Punch. Elle est plutôt pas mal. Assez vanillée, je crois. On a un mix entre vanille et passion. Donc, elle est pas mal, celle-là, la Monster Punch. Ouais, c'est un mix entre ouais, goût vanille et goût passion. Mais elle est pas mal du tout. J'ai pas le PC là, je sais pas si on peut sur téléphone et comment on fait. Je vais m'en occuper alors. Tac. En temps normal, c'est Papy 741 qui le fait, mais il doit être encore en train de dormir, l'enfoiré. Très clairement. Voilà, vous avez le sondage. Les larmes du soleil. Plutôt un bon film. Plutôt un bon film. Dans une catégorie où Bruce Willis, on le voit, alors bon, ça reste de l'actionneur, etc., mais dans la catégorie film de guerre, je crois pas qu'il en ait fait tant que ça. Pas l'un des films de guerre les plus connus, c'était par le réalisateur de Training Day, et franchement, oui, le film était plutôt plaisant. Après, Point Break, dans l'iconisation du film avec Keanu Reeves, un très jeune Keanu Reeves, Patrick Swayze, voilà, qui a eu peut-être l'un de ses rôles légendaires, et puis un film quand même vraiment marquant pour plusieurs générations, au-delà évidemment de Brise de Nice, mais c'est un film qui a quand même marquant pour pas mal de générations différentes et qui a su tirer son épingle du jeu pour le côté un peu thriller, actionneur, braquage, etc. Au-delà de simplement le surf et de contrebalancer un peu, moi je mettrais quand même devant Point Break. Je pense que Point Break est plus iconique que Les Larmes du Soleil. Et les gens dans le chat ont l'air assez d'accord, puisqu'il y a 7 votes pour Point Break et 4 pour Les Larmes du Soleil. Moi, je vais voter pour Point Break. On va essayer de faire ce woufoufou assez vite, parce qu'on a 32 films. Il n'y aura pas beaucoup d'analyses par rapport à d'habitude, puisqu'il faut que je respecte un planning, évidemment. Mais on va plutôt miser sur Point Break. Alors, bon. Euh, c'est difficile de faire plus voilà, hein, différent que ces deux-là. D'un côté, Les Révoltés du Bounty, un chef-d'œuvre, Marlon Brando, hein, évidemment, Richard Harris, et de l'autre, Kong Skull Island. Alors, bon, Les Révoltés du Bounty, je vous ai dit, voilà, retour Marlon Brando, bon, ça reste quand même un très très grand classique. Que je crois j'avais vu d'ailleurs dans mes premiers temps au collège ou au lycée, puisque c'est des films qui font partie des films qui peuvent être étudiés en général au collège ou autre. Je ne sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs à qui c'est arrivé, mais ça peut être des films étudiés parce qu'ils ont le côté un peu historique, etc., littéraire. Enfin, c'est des films qui sont quand même très marquants. Puis Marlon Brando, un classique absolu. Et Kong Skull Island, donc tourné aussi à Hawaï, évidemment.
Et Kong Skull Island, qui, bon, est le dernier, pour moi, projet intéressant de l'univers du Monsterverse de Godzilla, etc. Puisque depuis que Godzilla a été fait en 2014, pour moi, voilà, il y a Godzilla, il y a Kong Skull Island, le reste n'est pas bon. Godzilla 2, c'est infâme. Puis alors après, les Kong Godzilla, etc. Enfin, c'est vraiment, 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 vraiment ne rien comprendre à la proposition, je pense, qui avait été faite avec le premier Godzilla de Gareth Edwards. Alors certes, on retrouve un peu ce côté, on va dire, actionneur et fight ultime des films japonais Godzilla, où on affronte des kaiju, des trucs, des machins. Mais je trouve que c'est... Il y a Monarch qui est bien, ouais. Il y a Monarch qui est bien, c'est vrai, mais parce que justement, c'était plus sérieux. Le problème, c'est qu'ils ont misé là-dessus, comme s'ils misaient sur les mauvais films. Vous voyez ce que je veux dire? Les Kong versus Godzilla ont vraiment misé sur tous les mauvais films japonais Godzilla ou Kong. Et ils ont oublié les meilleurs. Et le vrai propos de base des films Godzilla, qui étaient des propos qui étaient quand même vachement sombres et hyper intéressants. Raison pour laquelle, si vous avez des Godzilla à regarder, il faut regarder Godzilla Minus One, Shin Godzilla et Godzilla 2014. Vous pouvez vous arrêter là. Kong, Skull Island, malgré tout, est un bon film. Pourquoi? Par rapport au rapprochement avec la guerre du Vietnam. Et aussi et surtout parce que, esthétiquement, c'est très beau. Et dans la photographie et dans la plupart de la réalisation et de certains plans iconiques que le réalisateur propose, c'est très réussi. Ça vole pas haut d'un point de vue de personnage, d'histoire ou autre. Hein, je veux dire, le rapprochement avec Monarch, etc. est un tantinet intéressant, mais ça s'arrête là. Mais c'est surtout d'un point de vue esthétique qu'il est très fort. Maintenant, on est sur deux gammes de films. Faut pas non plus... voilà, hein, faut pas confondre le bowling et le bilboquet. Hein. Tu regardes Les Révoltés du Bounty, t'es sur du cinéma. Kong Skull Island, t'es aussi sur du cinéma esthétique et visuel, mais rien à voir avec la maestria que peut offrir Marlon Brando dans Les Révoltés du Bounty, rien que ça, par exemple. En plus, Kong Skull Island, bon après, c'est une proposition de Kong qui est radicalement différente de celle qui avait été faite en 1933 par Cooper, Armstrong et compagnie dans la version originale de 33, puisque King Kong, c'est d'abord un film de 1933, qui était une révolution absolue. Là, on est plus dans le côté Godzilla, donc ça va quand même voter pour Les Révoltés du Bounty, ça me paraît à peu près logique. Là, c'est pareil. Globalement, bon, je vais pas vous dire qu'il y a match énorme. Je vous ai dit hein, que c'était les films tournés à Hawaï, j'ai pas dit qu'ils étaient tous bons. Hein. Donc d'un autre côté, on a Papillon avec les fantastiques Steve McQueen et Dustin Hoffman. Il y a un remake qui a été fait avec Rami Malek et Charlie Hunnam, je crois. Moins bien, évidemment. Pas mal, mais moins bien. Il faut voir Papillon avec McQueen et Hoffman, c'est un classique absolu. Et de l'autre côté, Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Donc Papillon, il y a eu des scènes tournées à Hawaï. Jumanji a été quasi... intégralement tourné à Hawaï, et oui, je les ai mis à Naklusmos, par principe qu'il me fallait aussi 32 films, et parce que, eh ben, Jumanji, au même titre que Kong, parce qu'il faut savoir que Kong Skull Island, pour moi, n'est pas si mauvais, il y a toute une partie de la réserve naturelle de Hawaï qui est privée, qui est protégée parce qu'il y a encore pas mal de props de films, notamment l'empreinte du Godzilla de 98, notamment l'arbre de Jurassic Park, les décors de l'Indominus Rex, etc., de Jurassic World, et aussi il y a dans cet endroit-là tous les ossements des dinosaures ou des anciens Kong, enfin des anciens partenaires de Kong, et qui sont encore présents. Si vous vous souvenez de la scène de Kong Skull Island où ils sont dans un espèce de cimetière avec plein d'ossements d'espèces différentes, donc dans celui avec Tom Hiddleston, ces endroits-là à Hawaï sont visitables. On peut y aller, filmer, tourner. D'ailleurs, c'est aussi mon ambition d'aller montrer quelques petits props qu'il y a eu là-bas en faisant des tours. Mais effectivement, Jumanji en bénéficie aussi. Jumanji a été quasi intégralement tourné à Hawaï, à peu près aux mêmes endroits qu'a été tourné Jurassic Park. Les grandes plaines où vous voyez par exemple The Rock découvrir c'est vraiment de la merde ce film, découvrir ses pouvoirs, etc. avec tous les autres, et ben c'est les mêmes plaines où il y a eu Alan Grant, et c'est les mêmes plaines où il y a eu les parties de golf, je crois, de Hurley.
On est quasiment dans les mêmes endroits. En fait, c'est fait dans la même grande réserve. Euh, donc c'est quand même des films dont l'implication Hawaï est énorme. Ça, c'est certain. Mais même si, et c'est ça qui est terrible, Bart, c'est que tu as raison, même si ça a été tourné à Hawaï, c'est vrai que ça fait fond vert. Pire, c'est qu'ils ont tourné pourtant dans des décors réels la plupart du temps. C'est affreux. C'est un film qui est affreux. C'est une honte totale. Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Le deuxième, j'ai même pas voulu le regarder. J'ai juste regardé la scène post-générique parce que, accrochez-vous, ils ont ramené Tante Nora, ces fils de pute. J'utilise l'expression fils de pute parce que je considère que leurs mères sont des... Voilà, hein. Enfin, c'est pas la faute de leur mère, mais l'expression est quand même largement validée. Ils ont ramené Tante Nora du premier Jumanji. Donc, Jumanji, Bienvenue dans la jungle et sa suite sont canon avec celui de Robin Williams. J'ai envie de me flinguer. J'ai envie de me flinguer. Je peux pas vous dire autre chose. J'ai envie de me flinguer. Ils sont raccords avec les anciens parce qu'on a Tante Nora. Et ça me casse les couilles, mais vous avez même pas idée à quel point ça me pète les couilles. Donc voilà, le tournage du 3, oui, je crois il est quasiment fini. Ce sera le dernier, tant mieux. Voilà, hein, c'est quand même, c'est pas plus mal. Mais c'est l'exemple même d'un soft reboot qui est abject, quoi. Qui est abject. Je me souviendrai toujours du passage où on voit la cabane d'Alan Parrish et je me dis, putain, mais ne parlez jamais d'Alan Parrish en ma présence, quoi. Donc ça vote évidemment Papillon. Enfin, merci quand même, quoi. Oh, bâtard. Oh, bâtard. Là, c'est dur. Là, c'est dur. Ah, là, c'est dur. Parce que vous allez me dire le monde perdu. Oh non, pas ça. Non, mais vous allez me dire le monde aujourd'hui, perdu. pas maintenant, Et je suis d'accord pas avec après vous, tout le ce monde que tu as perdu. fait. Le monde perdu, c'est un très bon film. Je trouve assez sous-coté par rapport à la licence Jurassic Park. Il y a des scènes exceptionnelles. Il est très sombre. J'en avais fait une vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. Mais Godzilla 2014, les gars. Godzilla 2014, visuellement, dans le gigantisme et dans la photographie, l'esthétique, il est tellement sous-coté. Même dans la poésie que Gareth Edwards, il arrive à mettre sur les mutos. Alors, le rôle des humains, en fait, dans Godzilla, il est systématique du problème qu'a Gareth Edwards avec ses films. Or, Rogue One, c'est qu'il ne sait pas gérer ses films dès le moment où il a des personnages. Lui, il est là pour le gigantisme, il est là pour l'esthétique, il est là pour magnifier, sublimer les créatures et offrir un propos derrière intéressant. Ce qu'il a loupé avec Rivers d'ailleurs, parce qu'il pouvait vraiment le faire, lui. Il le fait avec Godzilla, il l'a fait avec Monsters, il le fait aussi avec Rogue One. Il n'empêche que Rogue One, les personnages qu'il développe, notamment Cassian Andor, etc., c'est bien, c'est vraiment bien. C'est le seul. C'était un peu le souci qu'il avait aussi sur le film avec John David Washington. Je me souviens plus de son nom, vous allez me redire, là, l'un des derniers qu'il a pu faire, qui visuellement était superbe, il y avait énormément de propositions esthétiques. The Creator, merci, ouais. Mais qui, d'un point de vue de personnage, était peut-être un peu en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Là, Godzilla, c'est un peu le même concept. Maintenant, c'est pas le but de parler des personnages. On travaille le trauma autour de Godzilla, le gigantisme et des séquences qui sont très fortes. C'est très dur entre ces deux-là. C'est très dur parce que la qualité des films, elle est assez similaire. Elle est assez similaire. Merci mon Walker pour le décor, ça fait plaisir. Il s'extrait de l'être humain un peu à la Blomkamp. Oui, je pense que c'est voulu. Maintenant, derrière, sur Godzilla, ça me dérange pas. Sur The Creator, c'est plus problématique. Sur Rebirth, tout est loupé. Mais après, le scénario est pas de lui, mais tout est loupé. Rebirth, tout est loupé. Parce que les personnages, tu t'y attaches pas, voire ils sont potentiellement détestables. Et ce que lui aurait dû faire, notamment en impliquant peut-être un peu plus le Distortus Rex sur des choses un peu tristes et violentes, parce que c'est une créature difforme, etc. Il ne le fait pas non plus. Donc ça, voilà. Évidemment, le monde perdu. Alors, il faut savoir un truc. Ça, peut-être que vous le saurez, vous le savez pas au demeurant. Le Monde Perdu et Jurassic Park 3 ont pratiquement été tournés intégralement sur la grande île d'Hawaï. Parce que le but, c'est quand même de donner des infos sur Hawaï. Sur l'île principale, la grande île. Jurassic Park, en grande partie aussi, a été tourné sur la grande île, notamment la séquence avec la porte, ou la séquence avec la grande cascade, etc. Ça, c'était sur la grande île. Moi, je vais à Oahu. Oahu, c'est beaucoup plus Jurassic World. Jurassic World, Fallen Kingdom,
les deux ont quasiment été tournés à Oahu, en quasi-intégralité. Il faut même savoir d'ailleurs que Jurassic World, le petting zoo de Jurassic World, où certaines scènes là-bas ont été tournées, et j'irai pour vous essayer de vous montrer, au parc zoologique, au zoo de Honolulu. C'est pour vous donner un peu un ordre d'idée. L'hôtel de ville de Honolulu a servi de décor à le hall d'entrée de Jurassic World, quand vous voyez les gens qui attendent, etc., parce qu'ils doivent rentrer chez eux, mais qui ne faut pas, par exemple. Voilà, c'est petit secret de tournage. Monde perdu, Jurassic Park, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus sur l'autre île. Jurassic Park à Oahu a été tourné aussi quand même pas mal, notamment dans les plaines avec la séquence des Gallimimus, etc. Ou alors des séquences dans les arbres avec Alan Grant ou autre. Mais faut savoir que l'ancienne saga est beaucoup plus sur l'île où j'irai pas. La nouvelle saga est beaucoup plus sur l'île où je vais aller. Il y aura quand même évidemment du Jurassic Park à Bâle, puisque rien que la scène d'Alan Grant avec le tronc d'arbre qui est encore là-bas est assez emblématique. Mais les jungles du 2 et du 3 se ressemblent parce qu'elles ont été faites sur la même île, ouais, tout à fait. Et tu sens que c'est plus sauvage. Oahu, c'est sauvage, mais c'est plus paradisiaque, je trouve. Quand tu regardes Jurassic Park et le monde perdu, d'ailleurs, c'est un bordel sans nom. J'ai vu des vidéos de gens qui arrivaient à aller en 4x4 à des endroits où il y avait justement la porte de Jurassic. Enfin bon, c'est des trucs, c'est quasiment impossible d'accès. Enfin, c'est une horreur totale. Il n'y a plus rien maintenant. Tu peux y aller et te dire, voilà, c'était là parce que tu as les coordonnées, mais il n'y a plus rien à voir en particulier. Mais ça a été tourné là-bas. Alors, ça me dit pas qui je fais gagner entre Godzilla et le monde perdu. Je vais faire gagner Godzilla parce que des Jurassic Park, il y en a encore plein. Il y a le parc, il y a le World, il y a Fallen Kingdom, il y a Jurassic Park 3. À Godzilla, celui de 98, il est bien gentil, mais selon contre qui il tombe, c'est pas sûr qu'il passe. Donc je vais voter pour Godzilla parce que ça me laissera quand même un peu plus de diversité après. The Descendants ou Tora. The Descendants, c'est sympa. Je m'en rappelle pratiquement plus, pour être honnête avec vous, mais je sais qu'il avait été tourné en grande partie à Hawaï. Tora, par contre, c'est un classique du film de guerre sur le Pearl Harbor. Donc évidemment, Hawaï, Pearl Harbor, bon bah c'est au même endroit. J'irai d'ailleurs, j'essaierai de vous montrer des endroits à Pearl Harbor, quand même, parce que je pense que ça mérite une visite. Mais bon, c'est vrai que des films qui parlent de Pearl Harbor, il n'y a pas que Pearl Harbor, il y a Tora. Je crois que mon père l'avait en DVD. Je me demande même s'il n'avait pas des magazines qui en parlaient ou l'affiche du film, je sais plus. Mais je sais que voilà, ça fait partie des films de guerre, moi, que j'ai rattrapé, entre guillemets, un peu grâce à lui, parce que c'est des films qui sont pas du tout de ma génération, mais que j'aime quand même beaucoup. Donc là, il n'y a pas trop de matchs. Hein. Je vais voter pour Tora. Si vous voulez le voir, ça fait partie des classiques du film de guerre. Un peu à la Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima. D'ailleurs, on prend les deux concepts. Hein. On prend le concept, enfin la vision américaine, et on prend la vision japonaise. Comme ça, on fait vraiment le rapprochement entre les deux. Là où Clint Eastwood l'avait très bien compris, il avait très bien fait avec deux films dans Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima, que je vous conseille aussi parce que c'est des très bons films de guerre. Ah, oh bah, putain, la vache. Oh, le duel. Oh, waouh. Oh, l'odeur. Oh, l'odeur du duel. Ouais, bah, finalement, Godzilla va passer un tour, hein. Waouh. Ouais. La planète des singes de 2001 face à Godzilla de 98. Deux films adorés du public. Et vous savez quoi? Moi, je les aime bien, malgré tout. Je trouve que c'est des films qui se font défoncer alors que ça va. Ça va, je trouve. Comment ça va, mon Radjet? Ça va, je trouve. Enfin, Godzilla, le 98, déjà, il y a beaucoup d'humour. Amené surtout par Jean Reno, mais il y a beaucoup d'humour. Je veux bien que ce soit très éloigné de l'univers japonais. Je veux bien que les Japonais aient râlé parce que c'était pas du tout leur Godzilla. Je veux bien qu'à un moment donné, ce soit juste un film catastrophe. Mais il y a quand même de belles séquences. C'est un film qui a mal vieilli, mais il y a quand même de belles séquences. Il y a la maîtrise du film catastrophe de Roland Emmerich, même si certains n'aiment pas, c'est indéniable que sur ce registre-là, il sait faire. C'est un film qui, générationnellement, là on parle juste d'un point de vue, Where are Jean-Philippe et Jean-Pierre? Non mais ça c'est incroyable, c'est Didn't Make It. C'est voilà, moi j'ai mon alerte du Prime, hein. Mon alerte Twitch Prime, c'est une alerte parce que j'adore, hein. Godzilla juste pour Jean Reno avec le chewing-gum. Well, sir, I'm fine. Oh, thank you very much. Pourquoi tu manges ça? Pour avoir l'air plus américain. Non mais c'est
Oui, c'est sûr que c'est presque. Ça en devient limite parodique et burlesque. Faut le dire, hein, c'est un film. No croissant. Je croyais que ce café devait être torréfié en France. Bah regarde, c'est mâché. French Frost. Plus de crème. Non, mais c'est des répliques cultes. Après, voilà. Pauvre Nick Tatopoulos, il a le. Très Regardez. bien. Oh, bienvenue. L'alerte de Jean Dujardin avec. De Jean Dujardin. De Jean Reno avec son rire de psychopathe. Merci, même pas peur pour le Prime, bien sûr. Évidemment. Donc oui, oui, bon, Godzilla, c'est presque... D'ailleurs, il faut savoir que les Japonais ont tellement détesté qu'ils ont fait un film Godzilla, où Godzilla, en fait, il affronte d'autres créatures, et il y a un vilain qui ramène Zilla, parce que, en fait, les Japonais ont tellement détesté le Godzilla de Roland Emmerich, qu'ils l'appellent même pas Godzilla, ils l'appellent juste Zilla. Et donc, du coup, le Godzilla japonais affronte Zilla dans Final War, voilà, c'est ça, Final War. Et Zilla se fait défoncer comme jamais parce que c'était une occasion pour les Japonais de dire vos films, on l'encule votre film en fait. C'est pas possible ce que vous avez fait. Moi, malgré tout, d'un point de vue générationnel et subjectif, j'aime bien parce que c'est pile ma génération et il y a quand même des séquences. Moi, je trouve que c'est un film qui est bien écrit dans l'écriture et dans le côté burlesque, comique et les clichés en fait, mais qui sont jamais too much. Et il y a quand même dans le film catastrophe quelques séquences réussies. Maintenant, c'est pas, voilà, on n'est pas sur du chef-d'œuvre. Hein. Ça vaut pas le Godzilla de 2014 et ça vaut à peu près aucun Godzilla japonais digne de ce nom. Enfin, vous regardez Minus One, c'est bien gentil, hein, mais la scène du Madison Square Garden, je la trouve très bonne, par exemple. Voilà, le travail des animatronics, je la trouve pas mal. Le film a vieilli sur les effets spéciaux. La planète des singes n'a en aucun égal le niveau de celui avec Charlton Heston. Et Anna a aucun égal le niveau de la trilogie de Matt Reeves, en particulier le 2 et le 3 qui sont quand même vraiment excellents. D'ailleurs, je crois que le premier n'est pas de Matt Reeves. Mais oui, quand tu regardes La planète des singes, le 2 et 3 de la dernière trilogie, c'est costaud. Il n'empêche que je ne comprends pas vraiment à quel point on chie sur ce film-là. Je, je, je trouve que d'un point de vue des costumes, c'est quand même plutôt costaud. L'idéologie du film, alors c'est sûr que c'est pas un remake, c'est plus un reboot, hein, c'est-à-dire que ça n'a pas grand-chose à voir avec le premier, mais je trouve que ça offre un bel enrichissement du lore. Au niveau des décors, etc. C'est plutôt bien vu. Alors, la fin, elle est complètement what the fuck. C'est vrai que la fin, elle est tellement incompréhensible qu'on peut se poser la question qu'est-ce qui s'est passé, mais ça offre un twist quand même. Mais le fait de le considérer carrément comme mauvais, c'est pas du Tim Burton très inspiré, parce que c'est presque le moins Tim Burton de tous. En fait, ce film-là, c'est Tim Burton qui fait un blockbuster. À part ramener Helena Bonham Carter et quelques acteurs qu'il aime bien, même dans l'esthétique, il y a très peu d'idéologie burtonienne là-dedans. Mais de là à dire que le film est mauvais, moi je ne l'ai jamais trouvé mauvais. Il y en a eu des mauvais Planètes des Singes, je ne l'ai jamais trouvé mauvais. Il se laisse regarder, dira-t-on. Je trouve qu'il y a un effort fait, moi, sur les maquillages, les décors, les costumes, la musique et l'enrichissement du lore qui est intéressant. Maintenant, il est assez cliché, caricatural. Voilà, ça vaut 2,5 ou 3 sur 5. Mais c'est qu'il y en a tellement, tellement qui conchit ce film. J'ai jamais compris comment on pouvait avoir une haine sur ce film-là. Partant du principe que La planète des singes, c'est une licence, mais le premier était extraordinaire. Le deuxième, le 3, bon, il y a quand même pas mal de ratés aussi hein, sur ce qui a été fait après. Donc c'était pas non plus, c'est pas comme si tu allais bousiller une licence qui avait que des classiques jusque maintenant. Mais voilà, pour moi, ça vaut un peu plus de la moyenne. Hein, c'est du 11 ou 12 sur 20, c'est pas transcendant. Mais de là à le détester, c'est un peu comme Godzilla. C'est pour ça que je dis que c'est deux films qui peuvent plus ou moins être à peu près discutés en même temps. C'est deux films que les gens n'aiment pas. Alors que globalement, on n'est pas sur des catastrophes atomiques non plus. Godzilla, je trouve qu'il y a encore des séquences qui se regardent très bien. Il y a des idées de mise en scène intéressantes. De toute façon, Anaclusmos sera peut-être d'accord avec moi, et c'est triste parce que ça veut dire que vraiment mes goûts cinématographiques ont baissé. Mais, mais Roland Emmerich n'est pas un mauvais réalisateur. Roland Emmerich, dans le cinéma catastrophe, il n'y a que lui qui sait faire ce qu'il sait faire. Roland Emmerich, tu regardes Stargate ou Independence Day, c'est des films qui n'ont pas vieilli d'un sou. Independence Day,
est une référence dans le milieu. Independence Day, pour moi, est un très bon film. Personne ne me fera dire qu'Independence Day, c'est pas bon. Parce que dans la thématique du film catastrophe, si on ne considère que le film catastrophe, ce que fait Independence Day pour l'époque, c'est super. Le jour d'après, je suis assez mitigé parce que je trouve que le début est plutôt percutant et fort. C'est à partir du moment où le tsunami est passé, c'est chiant à crever, c'est long, il n'y a quasiment plus rien. Et alors on perd toute l'aura intéressante que le film pouvait proposer. Toute l'ampleur du film visuel. Je pense que Roland Emmerich, malheureusement, c'est aussi quelqu'un qui s'est perdu dans le fait de vouloir faire toujours plus fort. Un peu comme Michael Bay. C'est des mecs, ils ont voulu faire toujours plus grand, toujours plus impressionnant. C'est devenu les 2012 et compagnie. Et plus tu regardes leurs films, plus c'est abject. Ça, c'est vrai aussi. Hein. Je veux dire, Michael Bay, à part Ambulance, qui pouvait se laisser se regarder, on est très loin des films qu'il pouvait faire à une certaine époque où on pouvait se dire, d'un point de vue film d'action, etc., ou même dans la manière dont il use son cinéma pour mettre en avant les effets spéciaux, c'est très fort. Dans le lien qu'il a entre sa réal et la maestria avec laquelle il peut utiliser des effets spéciaux à son avantage. Transformers, le premier, pour l'époque, c'était quasi du jamais vu. Hein. Et encore aujourd'hui, dans le détail, c'est très fort. Maintenant, c'est des mecs qui se sont perdus. Ils ont des bons films au début de leur carrière, ils ont une apogée, puis plus le temps passe, plus tu regardes et tu te dis, bon, t'en as... j'ai mis Midway, par exemple, je crois que c'est de Roland Emmerich, ou Michael Bay, je sais plus, mais je crois que c'est de Roland Emmerich. Midway, j'en ai aucun souvenir. J'en ai aucun souvenir. À part Anaklusmos et le Mediavore, qui se souvient positivement de Moonfall. Moonfall, j'ai dû regarder une demi-heure, j'ai fait, bon, bah, merci, c'est gentil, mais où est Roland Emmerich, quoi? Je suis beaucoup moins d'accord sur le jour d'après, le rythme change après le tsunami, ça permet de se rapprocher des personnages, de mettre un peu de calme. T'as la scène du bateau qui est quand même stressante à souhait. Enfin, le film reste très cohérent. Ah, la scène du bateau, le problème, si c'est la scène avec les loups, moi, je ne peux pas tolérer des loups en image de synthèse déjà comme ça à l'époque, je n'ose même pas la regarder encore aujourd'hui. Et visuellement, c'est écœurant. Donc, je ne peux pas rentrer dans un truc où, à un moment donné, visuellement, ce que tu me montres, c'est pas possible. Bah, 2012, j'aime pas Gork. 2012, c'est là où, pour moi, Roland Emmerich, c'était terminé. C'est-à-dire qu'il a voulu refaire un peu le jour d'après ou autre, mais en encore plus impressionnant. Et c'est une déferlante de séquences, etc., de machin, de... ouais, c'est pas beau, hein. Non, c'est pas écœurant, c'est de 2004. Ouais, d'accord, mais tu regardes Starship Troopers, c'est 10 ans avant, c'est bien mieux. Jurassic Park, c'est 11 ans avant, et c'est bien mieux. Donc, bon. Mais voilà, c'est... Et puis c'est même dans... Alors, même au-delà des effets spéciaux, c'est dans l'ambiance. En fait, ce que toi, t'aimes bien là-dessus... Moi, c'est ce que j'ai reproché. À part peut-être, le rapprochement des personnages qui peut être intéressant, derrière, je trouve qu'il se passe plus rien. Ça manque d'un vrai climax. C'est un film qui manque d'une fin, je trouve, le jour d'après. Je vais voter Godzilla parce qu'en fait, là, on est hors sujet total. Mais bon. On parlait justement voilà, hein, Pearl Harbor. Pearl Harbor, qui, je crois, est de Michael Bay. Alors, Pearl Harbor, c'est pareil, mais dans l'autre sens. Pearl Harbor, beaucoup de gens adorent ce film. Je le trouve plus que léger. Je le trouve vraiment très léger. Alors que Pearl Harbor, c'est l'inverse des films dont on parlait avant. Je peux voter blanc, Val. Bah là, ouais. Alors après, moi, je vais vous dire, techniquement, là, moi, mon vote irait à Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal. Parce que Indiana Jones 4, je le trouve assez sous-coté. Et ça, on en avait reparlé avec Aurel Zweig et avec notamment pas mal de monde avec qui j'en avais rediscuté, même dans le chat et avec Seb. On l'avait revu. On s'est dit, Indiana Jones, il y a quelques bonnes idées. Peut-être qu'inclure les extraterrestres, les trucs, les machins, tout ça, c'est pas ce qui s'est fait de meilleur. Et globalement, on est dans quelque chose, dans un final un peu abracadabrantesque, certes. Mais la proposition du fils d'Indy, avec quelques séquences qui sont quand même assez intéressantes. Le début d'Indiana Jones 4, c'est quand même une très belle ouverture d'Indiana Jones. Ça, la plupart des gens sont d'accord pour le dire. Indiana Jones 4, il est pas dénué de qualité, même si c'est le vilain petit canard. Alors attention, hein, il y a le 5 qui est arrivé depuis, et je pense que depuis le 5, on est tous d'accord pour dire que... en fait, c'est un peu la malédiction. Indiana Jones 4 et 5, les scènes d'intro sont très bien, puis après, ça a tendance à se perdre. Pearl Harbor,
Le seul problème, c'est qu'en fait, on parle de Pearl Harbor, mais on parle surtout de l'histoire d'amour. Et si l'histoire d'amour, t'en as rien à branler, et si tu trouves ça un peu cuculapral, on peut pas forcément dire que ce soit les meilleurs acteurs qu'on ait pris non plus. Ce Ben Affleck à l'époque, c'est pas le Ben Affleck de maintenant. Puis alors quand tu lui demandes de faire du love, c'est quand même pas zinzin. Kate Beckinsale. Kate Beckinsale, j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans Underworld, mais tu la sors d'Underworld, on a bien vu que c'était pas non plus Sigourney Weaver. Et Josh Hartnett, il est bien meilleur dans bien d'autres films. L'idée d'inclure une histoire d'amour dans Pearl Harbor, pourquoi pas? Que l'histoire de Pearl Harbor soit centrée sur l'histoire d'amour et comme dit Gork, pas assez sur le contexte historique, je trouve ça dommage. Euh, la, la différence que je fais, par exemple, avec Pearl Harbor, c'est celle que je peux faire avec le film Stalingrad. Le film Stalingrad parle essentiellement de Vassili Zaïtsev et inclut une histoire d'amour dans son histoire. Mais ça parle surtout de la guerre. Et c'est assez sanglant, c'est sans espoir, c'est violent, et c'est réaliste. C'est ça que j'ai bien aimé dans le Stalingrad avec Jude Law. Pearl Harbor, pour moi, j'ai l'impression que c'est une histoire d'amour qui inclut l'effet historique. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être l'inverse. Alors, les séquences de guerre ou de combat, notamment dans l'aviation, etc., autour de Pearl Harbor, sont plutôt bien faites. Hein. Je veux dire, ça, c'est la qualité du réalisateur. Mais moi, je peux comprendre ceux qui aiment bien. En fait, là où je lisais Aura, Rose, Elle, je comprends totalement vos points de vue parce que vous, justement, vous avez assimilé les deux, vous avez apprécié les deux. D'un point de vue purement subjectif, moi, c'est ce que j'ai reproché, l'histoire d'amour qui est trop mise en avant. Je trouve que c'est un contexte qui n'est pas assez pertinent à mes yeux. Si je suis tenté, bien sûr, de parler en ces putains de termes. Mais bon. Mais ouais, non, enfin, c'est vrai que les deux sont pas... C'est pas... on n'est pas sur des foudres de guerre, hein, mais... L'ami qui m'a conseillé Pearl Harbor m'a dit que c'était un peu comme Titanic, une histoire d'amour dans un événement historique. Ah bah c'est totalement ça, oui. C'est totalement ça. Après, t'as pas non plus le... T'as pas la technicité de James Cameron, quoi. Ça n'a rien à voir. Et puis oui, c'est vrai que le rapprochement peut être assez juste. Maintenant, je considère que ce que fait Titanic est tellement fort dans sa narration amoureuse. Et malgré tout, ça reste un événement historique où il y a d'autres personnages qui gravitent autour qui peuvent être intéressants. Et puis surtout, un final dantesque, Pearl Harbor ne l'a pas, quoi. Oui, mais tu peux pas l'aborder pareil. Pearl Harbor, ça dure 4 heures. Stalingrad a duré 6 mois. Tu peux pas aborder la guerre pareil. Même les personnes, on sent pas au même point dans la guerre. Oui, non, mais alors oui, dans le contexte historique, bien sûr. Maintenant, je pense que Pearl Harbor, quand tu vois Tora, par exemple, tu as des manières de l'aborder qui sont hyper pertinentes. Je veux dire, la durée de Stalingrad, certes, est plus longue, mais la manière de le réaliser, de le montrer, n'est propre qu'à son réalisateur. Quand tu regardes ce que tu fais sur Pearl Harbor, même si c'est un événement qui est court, tu peux quand même en faire quelque chose d'hyper intéressant. Regarde Aura, par exemple, Jared. Jared, quand tu regardes le film, c'est une guerre éclair. Si tu focuses Jared autour de la véritable guerre en Irak, etc., et le peu de temps de guerre qu'il y a eu, c'est un film qui va durer 20 minutes. Parce que globalement, c'est vrai que les mecs, ils ont été bazardés au combat, ça a duré très peu de temps. Par contre, si tu prends Jared en amont, et si tu parles justement du symptôme traumatique que les gars ont vécu pendant des mois et des mois, voire des années avant d'aller là-bas, là, ça devient intéressant. À Pearl Harbor, t'aurais pu potentiellement gérer ça de la même manière, ou vraiment te focaliser sur la bataille quasi en temps réel ou autre. Enfin, je sais pas, moi je parle tout haut, hein. Mais je trouve que Pearl Harbor, moi ce que je peux reprocher, c'est que oui, le film est un peu gnangnan, quoi. C'est-à-dire on n'a pas la maestria d'écriture d'un film romantique majeur, quand bien même il aurait pu l'être. Et puis surtout derrière, bon, bah pour moi c'est de l'histoire dans une romance. Alors que pour moi, ça aurait dû être une romance dans un film historique. Mais si, oui, il dure 3 heures.
Jurassic World ou les Windtalkers, les Messagers du Vent. Les Windtalkers, les Messagers du Vent ont aussi effectivement été tournés. Il y a eu des séquences tournées à Hawaï. C'est un bon film de guerre que je vous conseille pour la simple et bonne raison que on a. C'est un des rares films, honnêtement. Mais d'ailleurs, je trouve ça très drôle que les deux soient comme quoi la vie est bien faite. Les Windtalkers, c'est plutôt un bon film, très classique dans le style de film de guerre. En revanche, ce que les Windtalkers font d'intéressant, c'est être capable d'aller chercher le peuple Navarro. Les Navarros, pendant la guerre, Seconde Guerre mondiale, je crois, étaient hyper importants parce qu'ils avaient des codes, etc. et que ça permettait à l'armée de pouvoir manœuvrer, établir des stratégies, etc. Bon, tu as évidemment John Woo, je crois, à la réal. Donc forcément, derrière, tu as une réalisation qui est quand même assez soignée. Mais le fait de mettre en avant le peuple navarro avec justement un film de guerre pour rappeler leur importance au sein de la guerre, je trouve que c'était intéressant. Rien que pour le côté historique et inspiré de faits réels, c'est plutôt pertinent. C'est un film qui, voilà, va quand même beaucoup mettre en avant le fait qu'on a des Américains qui ont un petit peu de mal avec les Navarros au début et qui vont se lier d'amitié avec eux au fur et à mesure, et ça offre un film assez riche. Maintenant, en face, il y a Jurassic World. Vous savez l'amour que j'ai pour Jurassic Park et Jurassic World, il n'y a pas de match. Je suis même pas sûr d'avoir besoin vraiment d'en parler. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous dire, les gars, Jurassic World, rappelez-vous que ça a été tourné à Hawaï. Tout le monde le sait. Jurassic World, pour moi, c'est... La saga, aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. Hein. Dominion, c'est pas bien. Comme Cretaceous, les 2 dernières saisons, c'est pas bien. Rebirth, c'est pas bien. Voilà, c'est malheureusement une saga qui a énormément perdu. Ça, c'est clair et net. En revanche, ce que fait World dans le côté suite reboot, je trouve ça hyper pertinent, très respectueux. C'est pour moi l'exemple un peu d'une suite réussie, satirique du contexte hollywoodien, qui est vraiment, vraiment bon. Ça a mal vieilli. Voilà. Et comme dit Streg, effectivement, on peut voir l'anecdote. C'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure. Owen qui dit j'étais dans la Navy, pas chez les Navarros. On se retrouve face à Windtalkers, comme quoi l'histoire est bien faite. Mais oui, moi personnellement, Jurassic World, je trouve que c'est un exemple de suite reboot réussi, qu'aujourd'hui, il est de bon ton de critiquer, mais qui est un émerveillement total et qui a un nombre d'idées intéressantes sur les attractions, le parc, les trucs, les machins. Même l'hybride, l'Indominus Rex, qui reste iconique, dans le fond comme dans la forme, qui est très intéressante. Ça a mal vieilli dans les effets spéciaux. Des raptors. Étonnamment que des raptors. Au point où je me demande, est-ce que c'est Trevorrow qui ne sait pas filmer les raptors? La réponse est oui quand on voit Dominion. En fait, Dominion et Jurassic World ont les mêmes problèmes. Les effets spéciaux sur certaines espèces sont réussis. Exemple, l'Indominus Rex. Exemple, le Mosasaur. Exemple, le T-Rex. Et puis parfois, les Triceratops, etc. Et puis parfois, quand tu regardes les Pteranodons, les Dimorphodons ou les Raptors, c'est pas beau. Alors, sans que tu comprennes vraiment pourquoi, mais c'est quand même fou ta première vidéo, comme si c'était écrit. Ouais. Mais c'est vrai que Jurassic World, c'était ma toute première vidéo. Hein. Ma toute première vidéo YouTube officielle où je me suis lancé dans le cinéma, c'était une preview de Jurassic World. Pourquoi je l'attends avec impatience. Et puis la suite, ça a été... ça a été de vous retrouver là maintenant. Et puis là, voilà, 11 ans plus tard, d'aller à Hawaï. C'est quand même beau. C'est quand même beau. Donc Jurassic World, là, évidemment. Bah là, il n'y a pas de match du tout. Alors là, il y a Waterworld, qui a eu des séquences tournées à Hawaï avec Kevin Costner, qui est quand même un petit classique du genre. Et puis alors, oh là là là. Oh là là là. Oh là là là. Le King Kong de 76, mais oh là 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 là. Il y a une suite à ça. Hein. C'est ignoble. C'est ignoble. Ah là 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 là. C'est catastrophique. Je sais pas s'il y a des gens qui ont vu le King Kong de 76, hein, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Le costume du singe. Oh là 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 là. Ah non, mais Waterworld, c'est bien. Hein. C'est un petit classique hein, pour beaucoup de gens aujourd'hui. Hein. Waterworld, c'est un film, par exemple, qui mériterait pour moi un remake. Un truc vraiment, vraiment imposant. Mais, ah ouais, non, King Kong de 76, c'est le plus mauvais.
C'est du même niveau que les Kong japonais. Non, c'est une purge infâme. Mais infâme. C'est... oh là 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 là. Alors, t'as Jessica Lange. Dans ce film-là, c'est le seul point positif visuellement. Hein, ça, c'est... Mais tu peux pas juger là-dessus. C'est cata. Dans l'histoire, dans la publicité mensongère aussi, parce que honnêtement, t'imagines des trucs de ouf. Je crois que sur les affiches, il y avait des Alpha Jet, des machins, des... Ah, t'as un pauvre hélico, je crois, à la fin, ou un truc à la con comme ça. Le costume, il est écœurant. Sur Skull Island, il se passe strictement rien. C'est ignoble. Mais vraiment, faut le regarder. Pour moi, King Kong, faut le regarder comme tout à l'heure, on va regarder Carnosaur. Faut être là, les gars, pour Carnosaur 2. Restez éveillés, juste par pitié, restez éveillés jusqu'à Carnosaur. Carnosaur, je crois qu'on le regarde à 23h, il me semble, ou à 22h30. Je crois que c'est à 22h30. Faut être là pour Carnosaur, ça va être un grand moment de cinéma, messieurs, dames, Carnosaur. C'est le 2, hein. Parce que le 1, on l'a vécu en VO et en basse qualité. Moi, je voulais la VF parce que la VF de ces films-là est jouissive. Carnosaur 2, en plus, c'est un plagiat d'Aliens de James Cameron énorme. Si vous voulez que je vous donne je vais vous spoil. Est-ce que vous voulez que je vous donne une seule raison pour laquelle il faut regarder Carnosaur 2 ce soir? La raison pour laquelle il faut regarder Carnosaur 2 ce soir, c'est que je ne serai pas seul pour regarder Carnosaur 2. Je serai avec Conor McGregor. Je serai avec Conor McGregor parce que je serai avec sa bouteille de Irish Whiskey Proper 12. Chaque scène de merde de Carnosaur sera une gorgée de Proper 12 mélangée avec un petit Pepsi des familles. Autant vous dire qu'on va arriver à la fin du film complètement ivre-caisse. Restez, c'est important. Restez, c'est important. Ça va être une beuverie absolument totale. Vous régalez avec moi, vous en avez l'habitude. Je suis un professionnel du sexe. Alors voilà, je ne sais même pas si je vais avoir voilà, c'est ce qui me reste hein, pour pouvoir arriver au bout de ce film. Mais non, c'est totalement goulu. Donc voilà, ça va se mettre une caisse en full 4K haute définition, mais ça va être le plaisir. Voilà, ça va être le plaisir d'offrir. Donc si vous voulez voir ce genre de merveille, c'est grandiose. Non, je vous le dis. Bon, évidemment Waterworld, parce que c'est affligeant. Putain. Ouais, bah ouais. Hein. Oui, bah après tous les films à Hawaï sont pas forcément des grands films non plus. Hein. Piège en haute mer avec Steven Seagal. Honnêtement, la seule rêve que j'ai de Piège en haute mer, c'est Jean Dujardin dans Un gars une fille qui en fait son film préféré. Et puis à côté Georges de la Jungle. Bon bah, qui est drôle, qui a au moins le mérite d'être drôle. Georges Dujardin. Georges de la Jungle. T'as pas grand chose à... En fait, il n'y a rien à dire filmiquement sur Georges de la Jungle, si tu veux dire. Par contre, alors Piège en haute mer, il faut savoir que c'est un des rares films à peu près corrects avec Steven Seagal. Hein, parce que Steven Seagal, ouais, bon, c'est à la hauteur de sa réputation. Mais Georges de la Jungle, c'est marrant, c'est drôle. Il y a eu une suite qui est désespérante. Vraiment, la suite, faut pas la regarder parce que c'est ignoble. Mais Georges de la Jungle, il y a pas grand-chose à dire de négatif dessus. Bah, dans le sens où concrètement, ça propose exactement ce que c'est censé proposer. Quoi. C'est de l'humour un peu potache, d'un espèce de Tarzan, mais complètement con, qu'on ramène ensuite sur le continent, qui fait n'importe quoi. Bon, voilà, c'est un film pour gosses. Pas désagréable à regarder, toujours drôle, mais voilà, faut pas non plus en attendre monts et merveilles, quoi. Mais je vais quand même voter Georges de la Jungle par principe, parce que Piège en haute mer, voilà, mais le duel est stratosphérique. Là, ça devient intéressant. Triple Frontière ou 6 jours 7 nuits. Rien à voir. Triple Frontière, film Netflix, avec un casting quand même exceptionnel. Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal et j'en passe. Pedro Pascal, qu'on connaissait bien moins qu'aujourd'hui. Charlie Hunnam, qui était en pleine bourre à l'époque. Bon, Ben Affleck qui restait Ben Affleck. Oscar Isaac, qui était pareil, hein, en pleine ascension post des premiers Star Wars post-logie. Donc, film avec quelques séquences tournées effectivement à Hawaï. Faudrait que je le revoie parce que Triple Frontière, c'était l'un des premiers films à l'époque où Netflix, alors
ça date maintenant, hein, c'était 2018, je dirais. Oh ouais, 2018 ou 2019, Triple Frontière. Par le réalisateur, je crois d'ailleurs, de Triple Frontière, le réalisateur a fait un film récemment là où on a Ben Affleck et Matt Damon dont on avait fait la critique, dont j'ai plus le nom parce que là j'ai un trou. Mais c'est un bon réalisateur hein, qui sait très bien manier ce registre-là, un petit peu de thriller, action d'ambiance. Bon, Triple Frontière en est la parfaite, le parfait écho. Il en est le parfait écho. Rien à voir donc avec 6 jours 7 nuits. Mais Triple Frontière, il est intéressant parce qu'effectivement, c'est en 2019, c'est à l'époque où Netflix commençait à proposer leurs premiers films originaux. C'était encore l'époque des séries Marvel, etc. 2019 pour Netflix, c'est encore assez récent. Hein. On arrive à un moment où ils commencent vraiment à avoir une grosse influence, donc ils arrivent à avoir des castings comme ça et réaliser des films Netflix de cette ampleur, et c'est encore un peu le début, on est très loin. The Rip, merci Brody, oui, pour le film avec Matt Damon et Ben Affleck, et Steven Yeun, si vous voulez le voir. Mais aujourd'hui, tout se ressemble, mais à l'époque, on avait, oui, des créas un peu originales où, voilà, on allait chercher des réalisateurs assez talentueux pour leur proposer des films ou autres. Alors Netflix, ça reste intéressant pour les documentaires, et de temps en temps, t'as un Scorsese qui arrive ou quelque chose comme ça, et puis bon, bah, ça tire son épingle du jeu. The Rip, c'était pas mal du tout d'ailleurs, dans le côté huis clos un peu anxiogène. Alors évidemment, c'est pas du grand cinéma, hein. Même Triple Frontière, c'est pas non plus un truc démesuré, mais ça se laisse regarder, ça reste plutôt bon. Et en face, donc, on a 6 jours 7 nuits par Ivan Reitman, réalisateur d'Evolution et des SOS Fantômes, qui est un film que j'aime beaucoup parce qu'il est très drôle. Vraiment, 6 jours 7 nuits, c'est un film que j'aime bien, que je prends toujours beaucoup de plaisir à revoir. Et évidemment, d'un point de vue de réalisation, etc., il n'y a pas grand-chose à discuter. Regretter Anne Heche, d'ailleurs, qui est décédée il n'y a pas longtemps. Ça fait du bien de voir Harrison Ford dans un film comique, parce que pour le coup, il est aux antipodes des rôles qu'on lui donne d'habitude, même si c'est un aventurier un peu, voilà, sur la fin. Mais il est plutôt bon dans ce film-là. C'est simplement l'histoire de deux naufragés qui s'écrasent sur une île et puis qui doivent survivre 6 jours 7 nuits avec tout un tas de péripéties. On a David Schwimmer de Friends qui d'ailleurs est dans le film aussi, qui est censé se marier avec Anne Heche. Il va y avoir une histoire d'amour entre Anne Heche et Harrison Ford par la suite. C'est un film comique qui n'a pas d'autre ambition que d'être une comédie romantique, comme on en voit évidemment beaucoup. 6 jours 7 nuits, ça rentre un peu dans la caste des films par exemple qu'on peut voir, style Marie à tout prix, style Polly et moi, vous avez des films avec Matt Dillon ou Ben Stiller ou des films dans ce genre. On est à peu près dans le même contexte, si ce n'est que là, on est dans un environnement un peu paradisiaque. Je vais voter Triple Frontière parce que filmiquement, c'est quand même au-dessus. Mais 6 jours 7 nuits, si vous aimez ce genre de film un peu comique, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Moi, il y a des passages que j'aime bien. C'est toujours un film que je prends plaisir à revoir. Pour ce qu'il est, évidemment. J'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur. Oh là 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 là. J'ai vu Jurassic et Jurassic en combinaison. J'ai fait oula. Bon, ça m'arrange. Ça m'arrange. Fallen Kingdom ou Jurassic Park 3. Bon. On va laisser le chat répondre là parce que je pense qu'il n'y a pas un débat non plus démesuré. Mais bon, d'un côté, on a alors Jurassic Park 3, attention, qui n'est pas un mauvais film. Je tiens quand même à le rappeler, Jurassic Park 3 n'est pas un mauvais film. Jurassic Park 3 a quelques très bonnes scènes. Je trouve que le Spinosaure est très bien utilisé. Je trouve que la scène des pteranodons, par exemple, est bonne. Je trouve que le design des raptors est bon. Maintenant, d'un point de vue scénario, c'est semi-catastrophique. C'est un actionneur pur, avec des séquences parfois aussi full teubé. Il faut le reconnaître. Comment Billy Brennan a pu survivre à Jurassic Park 3, c'est quand même assez indécent. Le personnage de Billy Brennan, en termes d'acting et de jeu, est vraiment pas bon. Mais il faut savoir que l'acteur a pas aimé sur le tournage parce que globalement... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le mec, c'était écrit jour après jour, on lui donnait absolument aucun contexte de comment travailler son personnage ou autre. Lui qui, attention, est un bon acteur, Alessandro Nivola. Il n'a pas joué que dans des bonnes choses, coucou, Kraven le chasseur, mais c'est pourtant un bon acteur. Donc là, effectivement, on est dans quelque chose qui est quand même assez rustre. Par contre,
La scène du Alan, ou qu'est-ce qu'il me faisait, les Kirby. Les Kirby qui sont revalorisés que parce qu'on a eu Rebirth depuis, hein. Mais Amanda Kirby, en termes d'écriture de personnages, c'est indécent. Jurassic Park 3 a ses faiblesses. Voilà, c'est juste un survival d'une heure et demie, c'est très très loin de ce qu'on peut imaginer d'un Jurassic. Maintenant, il a des qualités qui sont indéniables et qui méritent d'être dévoilées quand même. Et c'est un film que moi, personnellement, je reprends toujours plaisir à revoir. Par contre, Fallen Kingdom, je vous dis, pour moi, désolé, c'est le deuxième meilleur Jurassic après le premier. Soyons honnêtes, c'est le deuxième meilleur Jurassic après le premier. Voilà, je le mets devant Le Monde Perdu, je le mets devant le premier Jurassic World. Dans l'intelligence avec laquelle on fait revenir Jeff Goldblum, dans l'intelligence avec laquelle on tue la nostalgie et qu'en même temps on passe à autre chose, la créativité d'avoir les dinosaures sur le continent, le huis clos, l'horreur, la réalisation de Bayona, c'est très très fort. C'est un film qui a quelques défauts aussi, hein. Le plot twist du chasseur, c'est un peu trop facile pour faire revenir l'Indoraptor. Bon, il y a des séquences, Chris Pratt qui court plus vite qu'une nuée ardente et puis qui finit par survivre, c'est quand même un petit peu abusé. Maintenant, la scène en plan séquence derrière dans l'eau, c'est du grand Bayona. C'est là que tu vois que Bayona, c'est un sacré réal. Oui, moi j'aime beaucoup. Moi, je le mets. Je pense que c'est la meilleure suite de Jurassic. Beaucoup n'aiment pas Fallen Kingdom. On va dire 75% des gens hein, le mettent en dernier et le trouvent absolument abject, ou en avant-dernier parce que maintenant il y a eu Dominion. Moi, je continue à dire que si vous n'avez pas aimé Fallen Kingdom, ou alors si vous trouvez les arguments que je peux entendre de Fallen Kingdom, si vous les pensez, pour moi, c'est que vous n'avez pas compris la saga entière dès le premier Jurassic Park. Mais oui, c'est indubitablement au-dessus de Jurassic Park 3. Sans trop de problèmes. Bon. Hein, bon. On peut passer assez vite. Je pense que... bon. Hein. Bon. Voilà. Hein. C'est... Non, mais vous savez quoi? On va faire un sondage. Non, sur celui-là, on va faire un sondage. Ça, sait jamais, hein. Il y a Lucio et Marin, donc on sait jamais, hein. Je veux dire, avec Lucio et Marin, il y a un monde où Hobbs & Shaw, ils ont quand même 2 voix. Hein. Oh, puis je vous laisse même 3 minutes. Hein. Non, je vous laisse même 3 minutes. Est-ce que Jurassic Park sera éliminé au premier tour face à Roman Reigns? Tu sais que Jurassic Park, c'est mon film préf. Ah oui, non, mais je sais, mais je connais aussi tes goûts, je connais Lucio. Je me dis que face à un Hobbs & Shaw, attention, hein. J'avais oublié qu'il y avait Isa Gonzalez dans Hobbs & Shaw. Elle fait quoi, Isa Gonzalez, maintenant? Quelqu'un a des nouvelles d'Isa Gonzalez? On la voit plus, maintenant. C'est dommage, parce qu'elle avait commencé à jouer avec quelques bons réals. Hein. Il y avait du Edgar Wright et tout. Elle est chez moi. Ah, bah Léo, je peux comprendre. Hello. Nice to meet you. Lucky Léo, hein. Yes. Mais non, ouais, il y a 6 votes pour Hobbs & Shaw. Ouais, il y en a 7. Mais il y a des gens qui votent Hobbs & Shaw. Je pense qu'il y a beaucoup de trolls. Mais d'un autre côté, on aime ça. Peut-être des gens qui se disent juste, mais en fait, c'est trop bien. T'as pas la vision, c'est énorme. C'est énorme ce qui se passe. Peut-être, hein. L'œuvre de ma vie versus Jurassic Park, bah c'est... Enfin, voilà. Elle sort avec Dimitrov. C'est bien. C'est bien pour lui, hein. C'est bien pour lui, hein. Mais alors, ce qu'elle fait au cinéma depuis... Isa Gonzalez, pourtant, elle avait... ouais, bon, sans être une actrice sensationnelle, post-Salma Hayek, il y avait une place à pourvoir, hein. Fallait voir ce qu'elle allait faire ensuite, si elle allait toujours rester dans l'actionneur un peu bidon ou si elle allait se retrouver dans des projets plus sérieux. Je pensais que c'était une actrice qui pouvait avoir un potentiel. J'ai un fun fact réel sur Isa Gonzalez. J'étais à Los Angeles et je connaissais une nana qui s'appelait Mina. On était très potes, qui était qui habitait déjà elle à LA, que j'avais connue par d'autres potes. Et il se trouve que elle bossait elle dans les fringues. Et d'ailleurs, elle en a fait son métier. Elle est créatrice de mode maintenant. Et c'est super ce qu'elle fait. Je vois de temps en temps, elle publie des trucs. Franchement, c'est costaud. Et il se trouve que elle connaissait un petit peu de monde là-bas. On a fait quelques soirées ensemble. On avait même fait on avait été invité à du merde. C'est la seule fois que j'en ai fait d'ailleurs.
du stand-up à l'américaine, où il y avait plusieurs gars qui venaient au fur et à mesure et tout. On avait discuté avec un des gars qui avait participé à ça après. C'était top. Et il se trouve qu'en fait, un soir, elle me demande de venir parce que j'étais... voilà, il y avait une soirée qu'elle faisait, etc. Et c'était chez des amis. Alors moi, je pouvais pas, pour X ou Y raison dont je me rappelle plus, parce que c'était il y a 11 ans. Et je la revois après, et puis elle me dit « Ah, la soirée était cool, sauf une, là. Il y en a une, j'ai pas aimé. Putain, elle se la racontait de ouf. Ah, c'était une actrice, machin, etc. Mais enfin, elle est un peu désagréable. » Et je lui dis « Bah, c'était qui ?» Je sais pas, c'était la première fois que je la voyais. C'était une amie d'amis, une Gonzalez quelque chose, machin. Il se trouve que je venais juste, moi, avant de partir à Los Angeles, de sortir de ma période Une nuit en enfer, où je m'étais fait l'intégralité de la saison 1 de la série, où il y avait Eiza Gonzalez. Je lui dis, mais attends, la personne dont tu me parles, c'est Eiza Gonzalez. Elle me dit, oui, voilà, c'est ça. Et je suis là, et tu sais, mon cerveau, il a bugué en mode, j'aurais pu faire une soirée où il y avait Eiza Gonzalez. Et j'y suis pas allé parce que je pouvais pas. Je suis vraiment une merde. Parce que c'est vous dire à quel point elle est... Alors, elle avait pas la carrière qu'elle a aujourd'hui. Elle sortait juste d'Une nuit en enfer. Donc, je sais pas si elle avait fait d'autres choses à part ça. Elle était encore pas connue. Hein. À part les gens qui avaient regardé Une nuit en enfer, elle joue Santanico Pandemonium dans Une nuit en enfer. Et j'étais là, genre, waouh. Et tu vois, elle me dit ça, genre, normal. Et ça me faisait penser à mon boss à l'époque qui m'avait dit, j'ai été invité chez Jim Carrey. Je faisais une soirée là-bas et tout, puis on a fait du volley, puis je me suis embrouillé, mais ça je me rappellerai toujours. Je me suis embrouillé avec un petit teigneux qui voulait que gagner, c'est un acteur. Je lui dis, ah oui, il a joué dans des trucs, là, je sais plus, là, l'émission Impossible. Je lui dis Tom Cruise, il me dit oui, je vous jure que c'est la vérité. Je l'ai pas vécu, hein, moi, ça. C'est pas du mytho, hein, je l'ai pas vécu. Juste mon patron, comme c'était un très bon pote de Jim Carrey, parce que Jim Carrey avait mis de l'argent dans Little Door, donc le resto que mon patron avait à cette époque-là en 2014, et ben il avait été invité à un barbecue, etc., où t'avais juste... mon patron qui avait fait un volley avec Tom Cruise qui essayait de gagner à tout prix, quoi. Et tu te dis, il me sort ça, genre en mode, ouais, puis bon, après j'ai mangé deux macs, tu vois, tranquille, puis je suis rentré me coucher. Sauf que tu vois, pour moi, t'es là, genre, mec, t'as fait un volley avec Tom Cruise, quoi. Enfin, je veux dire, tu sais, enfin, moi, je connais un Tom, bon, c'est un mec qui habite à 2 avenues, là, bon, bah, voilà, hein, il est sympa et il a des plantes. C'est tout. J'ai pas d'autres anecdotes de folie à te raconter, mon ami. Hein. Donc on n'est pas dans le même, pas dans le même univers, quoi. Mais c'est un truc de dingue quand même. C'est un truc de dingue. Tu te dis putain, mais les ricains n'ont pas notre vie. Pour eux, c'est normal, ils s'en foutent. C'est ce que j'ai adoré moi là-bas. Quand j'étais aux États-Unis, j'étais à Little Door et je travaillais surtout à Little Next Door à la brasserie. Il y avait Kim Kardashian, apparemment. Je vous dis parce que moi je connaissais pas à l'époque. Enfin, je m'en foutais, quoi. Mes potes, ils m'ont dit, mais tu te rends compte, là, t'as mangé à 5 mètres, parce qu'il y avait un bar où moi, j'avais pris mon hambourgeois. Ils appelaient ça l'hambourgeois. C'était l'hamburger de qualité, tu vois. Et genre, il y a 2 ou 3 sièges d'écart avec Kim Kardashian qui était en train de manger. Je m'en foutais, moi, je savais pas qui c'est, je lui ai même pas parlé, je l'ai même pas vu. Les gens m'ont dit, mais tu sais qu'elle était là à côté, là. Je vais dire, bah, la bonne heure. Qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Il y avait Demi Moore, j'ai pu croiser Demi Moore. Un soir où je suis parti de là-bas, peut-être 10-15 minutes trop tôt, il se trouve qu'il y avait toute une salle qui avait été réservée pour Brad Pitt et Angelina Jolie, qui avaient décidé de venir bouffer à Little Door au resto. Mais parce que c'était un resto qui était très, très, très réputé. Resto français, un des restos français gastronomiques les plus réputés de Los Angeles. Vous pouvez regarder, hein, Little Door sur Internet. Ce resto-là avait été parrainé par... avait été parrainé par Jim Carrey et je crois Lawrence Fishburne, de ce qu'avait dit mon père, parce que pour l'anecdote, mon père était le banquier de cette famille-là, qui travaillait là-bas. Donc, du coup, forcément, il avait un peu les offs, etc. Et j'ai travaillé aussi à l'Akabar. Est-ce que ça existe encore, l'Akabar? Si quelqu'un peut regarder sur Internet, vous tapez Akabar, A-C-A-B-A-R, Akabar Los Angeles. Je travaillais à l'Akabar, j'avais fait des photos à l'Akabar et j'avais travaillé un peu dans le bar. Et celui-là avait été, je crois, parrainé par Roland Emmerich. Il me semble que Roland Emmerich avait des parts à l'Akabar, parce que pareil, c'était un pote de mon patron. Monde lunaire. À cet endroit-là où j'avais aussi croisé Franck Leboeuf. Je vous dis que c'est n'importe quoi, parce que Franck Leboeuf, je crois je me demande s'il habite pas à Los Angeles maintenant, où il avait une maison là-bas, mais j'étais tombé là-bas par hasard. Et alors, pour l'autre anecdote de cet endroit-là, c'est que j'avais rencontré un mec à l'Akabar un soir où j'avais rencontré Franck Leboeuf. Ce mec-là, c'était un Français expat à Los Angeles, qui était le portier du Sofitel de Los Angeles, et je l'ai recroisé au détour de plusieurs trucs
parce que il était portier là-bas et que moi, je prenais des photos pour un groupe de jazz tous les lundis au Sofitel de Los Angeles. Le monde, finalement, à Los Angeles est tout petit. Hein. Lui, je l'avais revu, alors qu'il n'avait rien à voir avec pourtant la fois où j'avais vu Ryan Cross. Vous pouvez regarder Ryan Cross sur Insta ou autre. Ryan Cross, C-R-O-S-S, c'est un jazzman. Qui faisait de la contrebasse, je crois, ou quelque chose comme ça, qui était dans la musique jazz. Et en gros, je l'avais rencontré au Rockwell quand j'avais vu Jeff Goldblum en concert. Alors, c'était juste pour aller le voir en concert. Hein. J'avais pris une photo de lui, il m'avait dit les photos sont bien, viens le lundi, tu prends des photos de notre groupe. Et du coup, tous les lundis, j'allais là-bas prendre des photos. Bah, le portier de ça, je l'avais vu à l'Akabar à ce moment-là. Je vais regarder si c'est encore, parce que je suis très curieux. Est-ce que l'Akabar existe encore ? Je dis ça pour une bonne raison, c'est que j'avais participé à la fin de mon séjour là-bas à la construction de l'Aqaba, d'un autre Little Door ou Little Next Door, je ne me souviens plus. Parce qu'il y avait The Little Door, le resto, et Little Next Door, qui était la brasserie, qui était juste à côté. Et ils avaient monté un troisième Little Door à Santa Monica. Et je sais qu'en fait, ils ont donné les clés à un mec qui était bidon, qui avait juste de la thune, mais aucune expérience de management, ni comment prendre un resto. Et je sais que ce Little Door-là à Santa Monica a fermé parce que le mec l'a coulé, il était nul à chier. C'était juste un jeune qui avait de la thune, quoi. Mais par contre, est-ce que l'Akabar existe encore ? Akabar Los Angeles. Bah, ça a l'air. Hein. Ah non, définitivement fermé, putain. Ils ont fermé l'Akabar aussi. Ah ouais, putain, ça rappelle des souvenirs. Ah, ils ont fermé l'Akabar. Ah ouais, mais en même temps, les derniers trucs que je date, c'était du 6 avril 2015, donc... Akabar Los Angeles. Ouais, c'était ça, ouais. 1510 Stanley Avenue. Putain, ça rappelle des souvenirs. Les dernières publications, ça date de quand ? 2015 ? Ah ouais, ça a dû fermer assez vite. Il n'y a pas de publication depuis le 26 mars 2015. Ah et putain, ils ont fermé aussi l'Akabar. Alors, The Little Door. Est-ce que les The Little Door, ça doit être encore ouvert ? Oui, The Little Door, c'est ouvert. Ah, je vais taper The Little Door Los Angeles. Ouvre à 17h, oui ça va. The Little Door, c'est toujours ouvert. Ah là 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 là, ouais putain, ça rappelle des souvenirs. Et The Little Next Door, est-ce qu'ils ont fermé la brasserie ? Little Next Door, Los Angeles. C'est quand les dernières publications ? 2019 ? Oh bah putain ! Attends. Ah non, je croyais que c'était Anya Taylor-Joy qui avait pris une photo pour ça. Parce que je prenais des photos des menus, moi aussi, à l'époque. J'ai pas le moyen de savoir si Little Next Door, c'est encore ouvert. Si, c'est encore ouvert. Next Door. Ça s'appelle... oui, c'est ça oui, c'est ça. Ça a bien changé. Little Next Door. Oui, si, c'est encore ouvert. C'est encore ouvert, mais ils ouvrent plus le midi maintenant. Ils font 17h, 23h. Donc, il y a Little Door et il y a Next Door à côté. Ça s'appelle plus Little Next Door, ça s'appelle juste Next Door. Ok, très bien. Bon, bah c'est bon à savoir. Little Next Dick. Big Next Dick avec Renault et Soul First. Avec Fred Diffenthal. Mais ouais. Mais en tout cas, voilà, pour les anecdotes qui n'ont rien à voir avec le sujet du jour. Je sais plus pourquoi on parle de ça depuis le début. Voilà. Mais bon, on va voter Jurassic Park. Si, parce qu'on parlait d'Isa Gonzalez, c'est vous dire à quel point on revient de loin. La planète des singes des origines ou Midway. La planète des singes des origines, par pitié, aidez-moi. C'est tourné où à Hawaï ? S'il y a bien un film où je me dis, putain, mais vous avez tourné où à Hawaï ? Midway, ok, hein, ça je peux capter. Hein. Puis on retourne sur encore du Roland Emmerich. Mais la planète des singes des origines, c'est quoi la scène à Hawaï ? Et là, je vois pas. Hein. Honnêtement, ça me... Ah Hawaï sur scène. Bah, moi, j'ai vu dans la liste des films tournés à Hawaï, La planète des singes des origines. Mais alors, savoir où est-ce que ça a été tourné... Ah, écoutez, les gars... Je sais pas, j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, en tout cas, entre les deux...
Midway, le truc, c'est que c'est pareil, c'est tellement oubliable. C'est tellement oubliable. Alors, Planète des singes, les origines n'est pas le meilleur des trois. Hein. Mais oui, on va voter pour César. Pour la proposition surtout des films qui ont été faits après. C'est vrai que ça a été... C'est un très bon... c'est un très bon origin story malgré tout, hein, La Planète des singes, les origines. Mais bon, rien à voir avec les suivants. Maintenant, bon, Midway est tellement oubliable. On arrive déjà au match 15. Bon. Mais vous allez voter. On va refaire un sondage. Parce que là, je pense, là, à mon avis, qu'il il va y avoir un sondage entre les aventuriers de l'Arche perdue, donc Indiana Jones, hein, quand même, et Transformers 2, voilà, hein, qui a son solo de fans. Lequel, selon vous, mérite de passer? Voilà, je pose la question. Il peut y avoir un débat dantesque. Là, c'est pareil. Alors, les aventuriers de l'Arche perdue, ok, il n'y a pas de souci pour film iconique, etc. Je peux voir à peu près. Transformers 2, où est-ce que ça a été tourné à Hawaï? Là, c'est pareil. Hein. C'est des films que j'ai vus il y a si longtemps, les Transformers, que trouver une séquence... Faudrait qu'on se les refasse en stream, les Transformers. Vraiment, histoire de dire, on n'est vraiment plus des gros cinéphiles, quoi. Mais à la limite, au moins les 3 premiers, parce que les autres, je m'en cogne. Dans mes souvenirs, Transformers, le premier était intéressant. Le deuxième était pas bon du tout. Le troisième était un brin meilleur. Et puis après, c'est de la merde. Mais hormis pour le côté purement visuel et esthétique et de la mise en scène d'action de Michael Bay et puis sa qualité quand même à mettre en avant les effets spéciaux, il n'y a pas grand-chose à tirer il n'y a pas grand-chose à tirer de Transformers, hein, faut être réaliste. À part Shia LaBeouf et Megan Fox. Oh si, les personnages, il y a quelques personnages pour qui on peut avoir un peu d'empathie, mais le Transformers 2, pour moi, c'était le moins bon des 3. Et oui, la BO. C'est vrai que la BO des Transformers, il y avait quand même quelques morceaux intéressants. Et il y avait Bumblebee. Ouais. Et Optimus Prime. Je sais pas si tu te souviens, mon soul, mais Optimus Prime. Je veux dire, l'expression être à son prime vient de là. Hein. Mais Bumblebee, c'est vrai que entre lui et Brad Belbeat, mon cœur balance. Ça, c'est vrai que ça reste quand même très costaud, très, très velu, mais on aime. Alors, bah, évidemment, on va voter Indiana Jones, mais je suis très curieux de savoir, parce que Transformers 2, je n'ai aucun souvenir de la séquence qui a pu être filmée à Hawaï. Là, je suis curieux parce que en vrai, il y a un très mauvais film et il y a un film ultra sous-coté. Je continue à dire et je mourrais en le disant. Predators est un bon film. Sur mon lit de mort, vraiment, hein, la personne qui me verra crever, il y a que 3 phrases que je pourrais lui dire. C'est DM Megan Fox, dis-lui que je l'aimais de tout mon cœur. STP, mets Drunk Face de Machine Gun Kelly. Et rappelle à tout le monde que Predators était un bon film. Voilà, c'est les 3 derniers trucs que je dirais. Vraiment. Hein. Et Nikola Jokic, s'il te plaît, gagne un dernier titre NBA. Et CM Punk, t'es toute ma vie. Voilà, ça fait 5. C'est tout. Alors, pour le reste, fais un bisou au loot. Ouais, quand même, ça fait 6. Mais sinon, Predators, pour moi, les gens ne captent pas à quel point ça... Alors oui, c'est quasi conforme sur la forme au premier, mais dans l'innovation du lore, le nombre de nouveautés que ça peut proposer, il y a quelques bonnes séquences, etc. On retrouve vraiment le style Rodriguez par moment, et je trouve qu'il y a des idées créatives hyper intéressantes. Je piche pas les gens qui ne kiffent pas Predators, tellement pour moi, mais c'est un film plus que bienvenu dans la licence. Vraiment, hein. Les gens ont trouvé qu'Adrien Brody était vraiment pas bon dans le rôle, je trouve hyper crédible. Juste les gens en étaient restés, non mais tu comprends pas, Adrien Brody c'est le pianiste. À quel moment le mec ça peut être un mercenaire alors que c'est le pianiste? Bah non. Puis il faut savoir un truc, c'est que Predators a été tourné à Hawaï en très grande majorité. Adrien Brody s'était mis dans des conditions extrêmement difficiles pour le rôle. Il s'était enfermé, je crois, dans une cabane où il avait dormi dans un truc pour être à fond dans le rôle, ultra désagréable. Il était resté tout seul à parler à personne au beau milieu de la jungle, des machins. Enfin, c'est quand même... c'est quand même très costaud ce qu'il avait pu faire. Et puis on a Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, bah voilà, qui est la fin.
qui est la fin des Pirates des Caraïbes. Il y en a 3, voilà. Il y a la trilogie, et à partir de celui-là, ça commence déjà sérieusement à partir en couille, ça devient plus que marketing pro Jack Sparrow, et dans la foulée, on a le 5 qui est encore plus abject, mais c'est l'exemple de... oui, c'est une saga où on retient surtout 3 films, et ça me paraît normal, et c'est triste en fait de voir un peu ce qui est devenu la saga Pirates des Caraïbes. Alors on verra... Parce que visiblement, ils veulent en faire un autre. Ils sont en train d'aligner des billets, des billets et des billets pour ramener Johnny Depp. Je prie pour que Johnny Depp refuse. Parce que lui, il a toujours dit qu'il ne reviendrait pas après tout ce qui s'est passé et tous les sauts de merde qu'il a pris dans la gueule. On verra si il reste fidèle à ce qu'il pense ou si à un moment donné, la thune fait que. Mais pour moi, ça n'a aucun intérêt de le voir revenir. Ça n'a aucun intérêt de refaire un Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, les 4 et 5 n'avaient aucun intérêt. Les Pirates des Caraïbes, pour moi, c'est la trilogie. Voilà, c'est tout. À savoir, la réalisation de Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence, n'est pas bonne. Pourquoi ? Parce que on est à une époque où il faut tout faire en 3D. Ça aussi, c'est important de le souligner. Il faut absolument tout réaliser en 3D. On est vraiment là pour que la 3D prenne un essor énorme, post-Avatar et compagnie, et donc on ne juge que par la 3D. Un film réalisé en 3D que vous regardez pour la plupart ensuite en 2D, déjà, c'est pas top. Parce que vous voyez très bien que c'est pas une réalisation qui est de circonstance. Quand tu t'appelles pas James Cameron, de toute façon, réaliser quelque chose en 3D, de base, c'est difficile. Parce que lui, il avait la technologie, la technique, etc., le savoir-faire pour. Là, c'est compliqué. Une grande partie de la mauvaise réalisation de Pirates des Caraïbes, c'est d'avoir été voulu pour que des effets 3D. Énormément. Il y en a plein. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Juste pour rappel, zéro bataille navale dans ce film. Ah oui, non, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. La déchéance totale de Jack Sparrow arrive de toute façon à partir du 4e. Alors après, tu as le 5e, où ils essaient malgré tout de ramener quelques personnages, mais enfin bon, ça devient relativement abject. Et puis, ça devient plus qu'un alcoolique. Le traitement de Jack Sparrow à partir du 4, c'est difficile. Hein. C'est hyper laborieux. Hein. Voilà pour ce premier tour, messieurs, dames, avec la victoire de Predators. Nous allons maintenant passer au deuxième tour, qui en général est un tour qui va un peu plus vite. Vous comprenez pourquoi. Papillon ou Godzilla ? Qu'est-ce qu'on choisit, messieurs, dames, dans le chat ? Dites-moi tout. Je veux tout savoir. Normalement, d'un côté, vous avez Roland Emmerich, et de l'autre, vous avez Steve McQueen et Dustin Hoffman. Bon. Enfin, s'il vous plaît, quoi. Mothra versus Godzilla, joli. Effectivement. Non, je pense qu'il n'y a pas de match. À peu près d'accord sur l'idée. Voilà, hein, bon. Peut-être qu'il y a match. Dites-moi, hein, peut-être qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais non, il y a match. Je préfère ça. Mais, quand même, s'il vous plaît. Papillon. Godzilla ou les aventuriers de l'Arche perdue. Ouais, mais non. Mais j'adore Godzilla, mais il y a un degré... les deux Godzilla se sont fait sortir, du coup. Il n'y a plus de Godzilla. Non, Godzilla... Le Godzilla Le Godzilla de Gareth Edwards est excellent, mais... Merde, Indiana Jones, enfin, putain, Spielberg, quoi, les aventuriers de l'Arche perdue. Hein. Ah, là, c'est... Ouais, c'est... Ouais, c'est Indiana Jones. Ouais, avec que des tours comme ça m'arrange. Que des tours comme ça m'arrange. C'est rapide. Là, on est sur quelque chose de rapide et d'efficace. Hein. Fallen Kingdom. Bien sûr. Point Break ou le royaume du crâne de cristal. Bah, j'irais plus Point Break. Je dirais plus Point Break. Point Break est quand même plus marquant, hein, j'ai l'impression. Je trouve Point Break un poil plus marquant. Hein. Enfin, c'est pas le meilleur des Indiana Jones. Point Break est devenu assez iconique. T'aurais eu les 3 premières Indiana Jones, bah ça passait pas face à Point Break. Je pense que le 4e, Point Break, est quand même devant. Bah ça me fait chier pour Predators.
Mais là, bon. C'est bien de faire des éloges et des éloges et des éloges de Predators, mais là, bon, faut... hein. Bon. Hein, voilà, on est... Hein, bon. On est d'accord. Je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur l'idée. C'est une win pour la West Coast. Ça me semble assez éloquent et judicieux. On part sur Jurassic World. Bah, ça fait partie des tours où tu te dis, il y en a un, il va arriver en quart de finale. C'est un peu un miracle. Parce que franchement... Bon, bah, Georges de la Jungle, voilà. Puis la planète des singes des origines. Par rapport à Hawaï, je me souviens même plus à un moment donné où est-ce que ça se passe. Bah, la planète des singes, hein, quand même, là, bon. Mais, allez, la planète des singes qui arrive en quart de finale de 32 films tournés à Hawaï. Ah, voilà, et derrière, on a, voilà. Tu vois, derrière, on a Tora 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 ou Waterworld, quoi. Et ça fait bien chier parce que tu te dis, putain, il y avait quand même largement moyen, à mon avis, que ces deux-là arrivent en quart. Ah, Tora quand même. Ouais. Face à Waterworld, oui, je mets quand même Tora. Et dernier match. Voilà, mais regarde! Les révoltés du Bounty ou Jurassic Park, frère! Et on se tape Georges de la Jungle. Non, mais c'est trop, gros. Non, mais c'est abusé. On aurait eu les révoltés du Bounty contre Georges de la Jungle. J'aurais dit, il n'y a pas de problème. Là, mec, on a deux films classiques de ouf. Il y en a un, il sort au deuxième tour. Tout ça, pourquoi? Non, mais... Pour un singe qui parle et d'autres singes qui parlent d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de singes qui parlent aussi dans Georges de la Jungle. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Là, c'est... Voilà, putain, mais c'est Soul qui a géré c'est sûr que c'est Soul qui a géré le Woufoufou. C'est un Woufoufou créé par Soul First. L'occasion quand même de vous rappeler, messieurs, dames. Regardez-moi ça, je vous le montre juste. Hein. C'est ici, je crois. Woufoufou des viewers. Ça, c'est demain à 11h30. Demain à 11h30 ou demain à midi, on verra évidemment. Hein. Le Woufoufou des viewers. J'ai mis 64 viewers. Il y a 64 viewers là-dedans. Alors, les 64 qui sont les plus présents, hein, même s'il y en a, j'aurais pu en mettre plus. Mais attention au Woufoufou des viewers, qui, à mon avis, sera complètement Gucci-goulu. Voilà, je vous le dis. Bah, Jurassic Park, mais casse les couilles. Casse les couilles. Mais, putain, mais sans déconner, mais j'ai trop dans la tête l'idée là que la planète des singes va être en demi d'un truc. Mais non, mais ça rend fou ça. Ça rend fou ça. Jurassic Park ou Papillon, bah devine. Mais putain, un Papillon, c'est incroyable. En fait, en demi-finale, il aurait fallu Jurassic Park, Papillon, les Révoltés du Bounty, et soit Fallen Kingdom ou les Aventuriers de l'Arche Perdue, mais... Les Aventuriers de l'Arche Perdue ou Tora. Bon, les Aventuriers de l'Arche Perdue. Clique, putain, salope. Ah, merci. Fallen Kingdom. Et Jurassic World. On se retrouve avec deux Jurassic, les Aventuriers de l'Arche Perdue, et... Je sais même plus c'est quoi l'autre. Oh, la finale full Jurassic. Attendez, il y a Jurassic World, Jurassic Park, Jurassic World Fallen Kingdom et les Aventuriers de l'Arche Perdue. Bah ouais, mais en même temps, les révoltés du Bounty à sauter, etc. Il y a un trust. En même temps, après, faut être honnête, hein, il y a un trust de la saga Jurassic. Quand tu regardes les films tournés à Hawaï, c'est normal. Hein. Mais bon, normalement, t'es en demi-finale. Il aurait au moins fallu qu'il y ait Papillon, les révoltés du Bounty. Voilà. Pour moi, en fait, les vraies demi-finales, ça aurait dû être Park, Fallen Kingdom, les révoltés du Bounty et Indiana Jones ou Papillon ou Tora. Un de ceux-là. Histoire que ce soit quand même un peu plus varié. Parce que... Mais là, du coup, attendez, on va faire un pool. Parce que là, ça peut être intéressant, là. Là, on peut faire un petit pool goulu, là. Lequel, messieurs, dames? Entre World... Non, attends, on va le mettre dans l'ordre. Entre Fallen Kingdom, par ordre de gauche à droite, ou World. Vous avez 3 minutes pour voter, messieurs, dames. Je veux votre avis, là. Qui va voter entre le 1 ou le 2? Qui va voter objectivement? Qui va voter subjectivement? Qui va voter avec le cœur? Qui va voter avec la bite?
Je vous laisse 3 minutes. Bordel de Dieu. 3 minutes, pas une de plus. Et je tiens aussi à vous remercier parce que pendant le Woufoufou, on a été plus de 84 sur le meilleur score qu'on a fait. Et c'est que le début. Je pense que sur Jurassic Park, on sera peut-être même plus. Donc merci infiniment parce que ça fait vraiment plaisir. On n'est pas en dessous de 70 ou de 60 depuis le début du stream. Donc vraiment merci beaucoup. On est à 7,5. Bon bah moi je vote. Et c'est serré. Fallen Kingdom à 10, World à 6, c'est serré. Ça me plaît. C'est ça qui me parle, putain. Ah non, c'est bon. Indominus Rex représente. Pour l'instant, Fallen Kingdom gagne. Hein. Il vous reste la moitié du temps pour voter. Il vous reste la moitié du temps. Bah oui, enfin bon, de toute façon, après... Oui, bon, bah... on s'en fout, on sait qui va gagner. Enfin, je veux dire, savoir qui est en finale, finalement, est-ce que ça a vraiment une importance? C'est... Bon. Hein? Voilà. Toujours rien sur Jurassic Park Survivor comme date de sortie. Non, ça me fait royalement chier d'ailleurs, ça. Je ne sais pas si à un moment donné, on va avoir un jour la possibilité d'avoir une information là-dessus, mais ce serait peut-être bien quand même. Ce serait peut-être bien. C'est un peu comme le PSG, on sait déjà le résultat. Bah Gork, toi et moi, on ne s'est pas parlé depuis longtemps. Le PSG m'a fait très peur pendant très longtemps. Hein. Quand je regardais que là, à quelques journées de la fin, on était encore en duel contre Lens, et c'est pas fini, hein. Et la fin du parcours de Ligue des Champions qu'on a fait avant Chelsea, c'était violent. Hein. Moi, quand j'étais pas serein du tout, il y a encore quelques semaines. Ça commence un peu à regagner. Et Chelsea m'a énormément rassuré. Mais oula, bon. Bonjour, ça fait un moment que je viens plus sur Twitch. C'est un live 24 heures. Comment ça va, Teasers? Content de te revoir. Oui, live spécial 24 heures. Il y a, alors, sur Discord, si quelqu'un peut envoyer mon Discord d'ailleurs dans le chat, ça ferait plaisir. Sur Discord, sur YouTube, en post de ma chaîne principale ou secondaire, sur... Ce serait dommage de casser l'ambiance. Alors je me sacrifie pour mon équipe. C'est encore mieux que le réseau. Allez, continuez. Il l'avait dit. Il l'avait dit, messieurs, dames. Regardez qui reprend la tête. Regardez qui reprend la tête, le Sky, qui offre 40 subs dans une légende absolument totale. Le Sky envoie 40 subs. Oh wow. Oh wow. Il est à 1005 subs, alors que Fallen Kingdom a gagné. Hein. Le Sky qui est à 1005 subs. Regardez-moi ce trio légendaire. Merci de rafraîchir votre page. Vous ne rêvez pas. Zell est à 1000 subs. R2077 est à 1001 subs. Et le Sky, après avoir perdu son titre de la WWE, enfin de la WWS, la World Wrestling Sub Entertainment, bien sûr, reprend son trône. Le Sky qui envoie 40 subs. Il l'avait dit. Il l'avait dit il y a déjà quelques semaines. Les gars, par contre, en fait, vous comprenez pas, mais je me garde. Je me garde pour le 24 heures. Je suis en train de me garder pour quelque chose de plus grand, plus corsé, plus audacieux. J'avais même dit à Preach, il m'avait dit, ah ouais, je dis, les 3, ils seront au-dessus de 1000 à la fin du 24 heures. Et ben, ça fait 2h30 de stream. Il en reste encore plus de 22 heures de stream à faire. Et c'est le statu quo de nouveau, bien sûr, puisque le Sky est premier, le GOAT est deuxième, le fils du GOAT est troisième. Merci infiniment, merci du fond du cœur, mon Sky, pour les 40 subs. Merci à tous ceux qui ont participé au Donation Goal. Alors, je vais remettre évidemment la somme. Et je regarde parce que j'avais dit que je tiendrais en temps réel les infos pour Renault. Et on est toujours à 300. C'est ça, on est toujours à 327. Donc, c'est ce que j'avais mis. Donc, ça va, j'ai bien compté. Donc, 40. On va passer les 2600. Tac, c'est où? C'est ici.
75 fait 25, c'est les 2600. On doit être à... Merde. Putain. C'est ça, hein, ouais. Voilà, c'est ça. On est, messieurs, dames, à 2635 € en légende. Et on est maintenant plus qu'à 400 € de l'objectif total. Ça m'a pris en traite quand j'étais au boulot, ça a comploté contre moi. Non, mais voilà. Non, mais je vous le dis. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, voilà, il fallait rendre à César ce qui est à César. Il est repassé 3e. On va même, moi-même, je vais réactualiser ma page. Moi-même, je vais réactualiser ma page parce que je pense que c'est nécessaire. Et normalement, je devrais avoir le nouveau podium. Voilà, le Sky à 1005. Putain, c'est trop beau. C'est trop beau parce que ça donne les 3 premières places. Sky 1005, R2077 1001, Zell 1000. Sub offert, c'est immense. Merci du fond du cœur. Et merci à tous ceux qui ont participé parce que vous avez été énormément déjà à avoir donné des subs ou des bits depuis le début de la journée. Je le rappelle, le donation goal est toujours là. L'objectif, c'est vraiment d'atteindre les 3069 parce qu'il me reste encore beaucoup à faire avant de partir à Hawaï. Tous les sous qu'on fait là aujourd'hui, et si à un moment donné, on atteint, enfin tous les sous qui sont récoltés aujourd'hui, et si on atteint la fin des 3069 €, non seulement il y a le donation goal de 3069 € où je vais créer ma boutique internet pour avoir tout un tas de merchandising autour de tous les délires qu'on a sur Twitch, mais surtout, ce sera utile. J'en parlais à Preach hier, hein, en toute transparence. Tous les sous qui ont été récupérés du mois dernier, le premier mois, ont déjà été dépensés ou presque dans le matos, que ce soit l'objectif que vous voyez là, que ce soit pour le décor, que ce soit pour tout ce qui va être matériel, batterie, carte SD, disque dur externe, mais de très haute qualité avec beaucoup de choses à l'intérieur parce que Preach m'a énormément aidé pour qu'on ait la meilleure qualité, le meilleur rendu possible sur place, le trépied, le stabilisateur, toutes ces choses-là qui sont des trucs à 200-300 balles pièce, hein, il faut le savoir. Donc tout a déjà été dépensé pour le matériel. Il me manque encore le son que je prendrai vraiment à la fin. Donc là, la participation, c'est pour le son et aussi pour tout ce qui sera à faire sur place d'un point de vue technique, c'est-à-dire accéder au lieu de tournage, parce que c'est des trucs qui sont tout le temps payants, donc accès au lieu de tournage, etc., emblématique, Jurassic Park, Jurassic World, Lost ou autre. Je sais qu'il y a des petites sections de musées aussi sur certains endroits, ça va être servi pour ça va être servi aussi pour avoir une diffusion au cinéma, parce que ce qu'on veut, nous, c'est pouvoir diffuser le docu au cinéma quand on pourra, mais le diffuser au ciné. Et effectivement, moi, je veux une belle post-prod pour avoir une belle affiche de film, et puis même au sein même du docu, avoir des choses intéressantes à vous montrer dans des illustrations, parce que je veux vraiment faire un truc très quali. Donc on a besoin vraiment, si vous voulez soutenir, c'est le moment ou jamais pendant ce live de 24 heures. Tous les subs sont à moins 35%. Vous avez les bits aussi, parce que les bits, il y a quand même il peut y avoir aussi un peu de bataille, hein. Les bits, le Zell, il est pas très loin de la 8e place. Le R2077, il est pas très loin de Sky. Techniquement, le Sky, il est pas très loin du podium. On a des gens qui peuvent viser les 100 000. Il y a du niveau aussi sur les bits. On peut peut-être monter dans le top 10. Il y a des gens qui peuvent peut-être, je pense à Bart notamment. Je sais pas s'il est encore dans le chat, Bart. Bart, à mon avis, il y a clairement moyen au niveau des subs qui puissent monter dans le top 10 aussi. Il y a des challenges. Donc si vous voulez soutenir la chaîne, surtout, n'hésitez pas, ça fait plaisir. C'est le dernier moment où vous pouvez le faire comme vient de le faire Sky pour aller chercher la barre des 3069 €. Qui permettrait, je crois Bart t'es pas loin, hein. Il me semble Bart que t'es pas loin, qui permettrait justement d'aller chercher le meilleur matos possible, parce qu'il me manque encore le truc pour le son, etc., notamment à Hawaï, que je ferai la semaine prochaine. C'est pour ça que c'est vraiment la date butoir là, puisque la semaine prochaine, on fera les derniers achats qui me permettront de partir pour Hawaï. Donc si vous voulez soutenir, n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais, bien sûr. Alors on a 24 heures pour le faire, on le sait, hein. Il y aura le money time de demain matin comme d'habitude, mais il faut continuer à faire péter ce donation goal pour pouvoir aller jusqu'au bout. Fallen Kingdom, donc pour moi, je pense que je vais m'arrêter pour le donation goal. 1000 subs, c'est rond, c'est propre, c'est goulu, gourmet, gourmand, grandiose. Giganotosaurus. Avec 100 subs offerts, Zell, oui, tu peux. Avec son seul offert, oui, Zell, tu peux. Le seul truc que je me demandais, effectivement, quand on m'a dit dans le chat, c'est qu'est-ce qui se passe si vous êtes tous les trois à 1005. Ça, c'est vrai que
Si vous étiez tous les trois à 1005, Arzel, il te manquerait 5 subs. R2077, il en manquerait 4. Si vous étiez pile tous les trois à 1005, déjà, ce serait beau pour le côté iconique de tous les trois, vous vous arrêtez au même endroit. Mais je me demande comment le classement serait fait. Qui serait premier? Qui Twitch jugerait premier? Est-ce que ça bougerait pas ou est-ce que du coup ce serait mis en fonction de celui qui l'a atteint en premier? J'en sais rien. Ou si vous étiez tous à 1005, je me demande comment le classement serait fait. Est-ce qu'on aurait numéro 1 et puis le cadeau en or pour les trois? Et pour ça, il faudrait que vous soyez tous les trois à 1005. Mais c'est vrai que j'ai aucune idée de comment Twitch gérerait ça. Mais depuis que vous l'avez dit dans le chat, ça m'intrigue, ouais. Moi, j'en ai aucune idée. Sky, lui, il est tranquille, hein, parce que de toute façon, il a envoyé les 1005. Donc, il est bien. Mais je me demande comment ce serait. Je sais pas exactement comment ça se passerait. J'avoue, je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Jurassic Park contre Indiana Jones, évidemment. Jurassic Park. Ce qui nous offre donc une finale. Bon. Ouais, bah oui. Alors, non, en vrai, Fallen Kingdom, je pense, aurait peut-être pu sortir avant. Moi, j'aurais bien vu les révoltés du Bounty ou... Ouais, ça aurait été une très très belle finale. Bon, d'un autre côté, et là, The Jay revient et balance 500 subs, t'imagines? Là, The Jay qui débarque, boum. Non, 437, comme ça, lui aussi, il est à 1005. Et Papy qui arrive et qu'en offre 500... Mais il est pas... Non, oui, il est pas passé depuis... Oula. Bah, en fait, dans le top 10, là, il aurait fallu... Alors... Pas les retirer parce que ça reste des gens qui ont fait partie intégrante de la chaîne. Mais c'est vrai que The Jay et Savimbi, comme ça fait des années et des années qu'ils passent plus, pourraient être ôtés pour refaire passer 2 personnes qui donnent un peu plus souvent. Ce serait plus logique. C'est pareil pour les cheers. Hein. The Jay, il est 3ème. Hugues est 6ème. Alors qu'ils viennent plus du tout. Tu vois, autant Alejandro Reyes continue de passer de temps en temps. Donc ça me semble logique. Mais... Et merci encore à mon Sky pour les 40 subs. Il reprend la première place. Pour combien de temps, on sait pas. Moi, je me dis, à mon avis, on aura les 3 à 1005. Je pense qu'à mon avis, on aura les 3 à 1005 subs. Juste pour la curiosité un peu grasse, un peu rutilante du projet, si j'ose parler en ces termes. T'inquiète, on arrive pour sauter Savimbi. Et c'est pareil, Anaclusmos, je sais plus à combien t'es, hein. Savimbi, je sais plus. Savimbi. Anaclusmos doit pas être loin. Bart, enfin, je dis 60. 60, c'est beaucoup et en même temps, c'est pas beaucoup. Mais pour moi, vous êtes pas loin. Roa, Bart et Anaclusmos, pour moi, vous êtes pas loin de la 10ème place. Faudrait juste revoir à combien vous êtes. Mais je pense que vous êtes vraiment pas loin. Hein. Ça se trouve, Anaclusmos, t'es à 20 subs. Hein. Alors qu'il y a moins 35% en plus. Mais je sais pas du tout à combien vous êtes. C'est dommage qu'on voit que les 10 et qu'on peut pas savoir pour les autres. J'en suis à 171. Putain, mais Bart, moi, j'avais l'impression que t'avais passé les 190. La dernière fois, Bart, je me suis dit, je crois que Roa, elle est à 8 subs des 200. Qu'elle est pas très loin non plus. Hein. Elle est pas très loin non plus. Mais ouais, non, ça peut être un truc qui se fait comme ça. Hein. Bon, évidemment, victoire de Jurassic. Je pense que voilà, à un moment donné, on dit les termes. Nous terminons donc ce premier sujet, messieurs, dames. Spécial Jurassic, spécial film tourné à Hawaï. Puisque, évidemment... Eh bien, ça fait partie du jeu. Hein. On fait un live sur Hawaï, donc vous avez eu quelques anecdotes croustillantes autour d'Hawaï et les films qui ont été tournés là-bas. Vous savez maintenant que pas mal de films ont été tournés là-bas. On se retrouve sur cette rare. Putain, quel beau décor quand même. Hein. Enfin, je suis désolé, mais moi, c'est un truc qui me parle. Vous savez donc que, eh bien, il y a eu beaucoup de films qui ont été tournés évidemment là-bas. Et qui sont des films hawaïens